passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui essaie de lire les signes quand il les croise. Lors de mon récent séjour à Genève, pour suivre le festival de la Bâtie, j'ai beaucoup marché pour rejoindre les théâtres où se jouaient les différents spectacles. Dans les rues, mon regard a croisé plusieurs fois une affiche sans trop y faire attention, mais avec un sentiment familier qui faisait que mon regard s'y attarde de plus en plus. Les motifs du dessin me disaient quelque chose. Ce trait de noir qui donne au blanc des formes et des personnages. Et puis ce titre qui m'appelait aussi. Donne-moi la main, on va traverser la rue. Je traversais des rues en fredonnant ce titre, en l'adressant à une personne imaginaire, et en prenant l'adresse pour moi aussi. Je donnais la main à une personne imaginaire pour traverser les rues de Genève. Ce titre m'a habité toute la journée et il me poussait à chercher dans ma mémoire d'où me venait ce sentiment de familiarité. Jusqu'au soir où, perdu dans les rues de Genève, en cherchant à retrouver le chemin du retour, mon téléphone guide vidé de sa batterie, je retombe sur l'affiche. Je reconnais l'endroit. Je l'ai déjà croisé plus tôt ce jour-là. Je ne suis plus très loin de mon adresse. Je me rapproche donc de l'affiche et je lis enfin le message. Zeyna Abirachid est l'invitée de la ville de Genève pour une exposition et une grande série de manifestations pendant plusieurs mois. Et il se trouve que l'inauguration a lieu 2 jours plus tard. Une petite émotion me traverse. J'ai lu Le Piano Oriental, la bande dessinée de Zeyna Abirachid, il y a quelques années déjà, à une période où des nœuds identitaires se bagarraient à l'intérieur de moi. Cette lecture m'avait aidé à apaiser un peu cette bagarre. En rentrant, je me renseigne davantage. Le programme du week-end inaugural est alléchant. Zeyna Abirachid sera présente. Elle va jouer le piano oriental en lecture musicale dessinée avec son comparse et pianiste Stéphane Sapis. Sur le site, tout semble déjà bien complet. Nous sommes encore en période de Covid et les jauges sont beaucoup trop réduites à la bibliothèque de Genève où se tiendra la lecture. Je lance des mails comme des bouteilles à la mer sans trop y croire. Certes, mon programme à la Bâtie est déjà bien rempli, mais cela serait dommage de ne pas saisir cette occasion rare et précieuse de rencontrer Zeyna Abirachid. Et celle qui viendra à ma rescousse s'appelle Olivia Cupelin. Elle coordonne ce programme et elle a aussi réussi à coordonner ma rencontre avec Zeyna sur une terrasse de café à 1 heure de grand trafic. Des fois j'oublie de lancer, on est lancé dans la discussion et après je dis bon attends, non c'est pas fait. Zeyna Abirachid, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes dessinatrice et autrice de BD franco-libanaise. Le grand public vous a notamment découvert avec la BD Le Piano Oriental sorti en 2015 chez Casterman. Et je vais commencer par vous demander qui est Abdallah Chahine. Bonjour, bonjour. Alors Abdallah Chahine était mon arrière-grand-père maternel. Né à Damas, adolescence à Alep et puis qui a vécu à l'âge adulte au Liban. Donc c'était le temps où les frontières étaient très très différentes dans ce Moyen-Orient. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en 1932, lors du premier et dernier recensement qui a eu lieu au Liban, pendant le mandat français d'ailleurs, Abdallah Chahine se trouvait au Liban, il est devenu libanais, ainsi que toute sa famille. Avant ça, de ses origines et racines profondes, il est né, pas lui évidemment, mais ses ancêtres sont arméniens. Ils sont passés par l'Iran, par Ispahan, puis ensuite voilà, l'arbre généalogique retrace un passage à Damas, à Alep et un atterrissage à Beyrouth. Voilà pour ses racines. En tout cas, c'était quelqu'un que j'ai malheureusement pas connu. Il est mort en 1975, juste avant la guerre civile du Liban et avant ma naissance. C'était un accordeur de piano, passionné de piano donc, et de musique orientale, ce qui semblait totalement inconciliable à l'époque, puisque le piano est l'instrument occidental par excellence, et que la musique orientale, pour faire court et rapide et simple, dans la musique orientale, l'intervalle entre les notes est
et d'un quart de ton. L'intervalle le plus petit est d'un quart de ton. Et sur un piano, sur un clavier de piano, l'intervalle le plus petit est d'un demi-ton. C'est entre une touche blanche et une touche noire. Donc il est quasiment techniquement impossible de jouer le quart de ton sur le clavier d'un piano sans ajouter des touches, en fait. Et lui a passé sa vie à vouloir contourner cette difficulté pour allier ces deux passions. Et il a fini par trouver un mécanisme intérieur. Donc quand on regarde le piano qu'il a inventé, c'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde. Simplement, il a remplacé la pédale de la sourdine, qui est la pédale du centre sur un pédalier de 3, par une pédale qui décale les marteaux à l'intérieur du piano. Il a aussi ajouté des cordes, ce qui permet de garder le clavier intact et de passer, quand on appuie sur la pédale, en mode oriental. Et ce qui est assez extraordinaire, enfin moi, ce qui m'a intéressé en tout cas dans son invention, c'est que quand on relâche la pédale, ça redevient un clavier tempéré. Donc pour moi, c'est un instrument bilingue. Et quand je me suis dit ça, je dis qu'il y avait sans doute des choses à dire sur cette invention et que j'ai réalisé que c'était une métaphore parfaite du bilinguisme, mais aussi de la double culture, de l'appartenance à deux cultures différentes, de visions du monde différentes. Et c'est comme ça que je me suis embarquée dans une année de recherche autour de lui, de son invention. Et mine de rien, aussi une année un peu plus même d'introspection. Il m'a invitée à son insu à réfléchir justement à mon itinéraire, puisque je suis née à Beyrouth, je suis arrivée en France à 23 ans, je suis bilingue de naissance puisque j'ai appris le français et l'arabe quasiment en même temps. Il y avait quelque chose à faire. Il me semblait que ce piano m'invitait à tirer des fils. Donc voilà, ça c'est Abdallah Chahine. Et dans le piano oriental, donc, qui est le titre de cette bande dessinée, je l'ai appelé Abdallah Kamanja. C'est Kamanja étant son double fictif, puisqu'il ne s'agit pas de raconter la biographie de Abdallah Chahine, mais plus un moment de sa vie, en fait, ce moment où il est allé à Vienne pour présenter son invention au facteur de piano Hofmann et qu'il est revenu avec le prototype d'usine pour le présenter au monde arabe. Et Kamanja en arabe veut dire violon, donc on reste dans le terme, l'atmosphère musicale, et je trouvais que ça sonnait bien Kamanja, ça ressemble presque à une onomatopée, enfin voilà. Donc ça m'a permis de me rapprocher de cet arrière-grand-père que je n'ai pas connu. Il a donc inventé le piano oriental pour pouvoir jouer à la fois donc la musique orientale qui se joue en quart de temps comme vous disiez à l'instant, mais aussi la musique occidentale, et vous avez voulu raconter son histoire en partie dans votre bande dessinée, une bande dessinée dans laquelle vous tissez son histoire avec la vôtre. Ce piano oriental, c'est un peu votre langue aussi, c'est ça ? Oui, c'est vrai que c'est-à-dire ce piano oriental, il vient réconcilier quelque chose en moi. Les premières années en France, disons les 10 premières années, c'est un cheminement qui est assez long parfois, un cheminement intérieur. J'étais constamment tiraillée entre mon identité de libanaise, mon identité de francophone, mon identité de personne vivant en France, tout simplement. J'étais un peu tiraillée avec tout ça et j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse. Il fallait que je choisisse d'être ceci ou cela, ou ceci plutôt que cela. Et puis, quand j'ai commencé à réfléchir à ce piano, je me suis rendu compte que je pouvais tout garder. Et c'était formidable, c'était une vraie libération. Alors, ça a l'air facile comme ça, c'est facile à dire, mais c'est un chemin intérieur. Et finalement, comme ce piano, j'ai voulu garder tous ces ingrédients qui viennent aussi bien de la culture libanaise que de la culture française. Parce que parler de langue, c'est pas seulement parler de langue, c'est aussi avoir accès à la culture de cette langue, aux usages, aux œuvres littéraires, cinématographiques, picturales, etc. Enfin, tout ce que charrie une langue d'habitude, de rapport à l'autre, de rapport au monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, plutôt que de choisir, j'ai voulu empiler. Alors, évidemment, il y a des moments où on est un peu plus ceci que cela, mais
c'est mouvant comme la musique, comme la danse. Et je me suis dit qu'en fait, il était sacrément... il avait quelque chose d'un peu culotté, cet arrière-grand-père, qui notait d'ailleurs sur ses cartes de visite son prénom, son nom, et à l'endroit où les gens mettent leur métier en général, sur la carte de visite, il avait mis inventeur. Donc j'ai trouvé qu'il avait quelque chose d'un peu culotté, courageux, de vouloir déhancher un piano. C'est pas comme une guitare ou un oud où on peut pincer les cordes et tricher un peu avec la mélodie. Voilà, donc là il s'est attaqué à un instrument plutôt rigide qu'il a voulu justement assouplir en quelque sorte. Mais la vraie, je pense que il y a une troisième langue en fait dans ma vie et du coup aussi dans mes bandes dessinées, c'est justement le dessin. Et ça, je pense que dans le piano oriental, ça a beaucoup joué aussi parce qu'il y a évidemment la dualité français, arabe, enfin plutôt monde occidental, monde oriental, disons. Et puis il y a le dessin qui vient se proposer comme troisième langue universelle. Et c'est quand même, c'est aussi une possibilité qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Vous dites « Je tricote depuis l'enfance une langue constituée de 2 fils fragiles et précieux ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais oui, voilà, fragiles et précieux parce qu'ils sont aussi... parce que ces 2 fils, disons le français et l'arabe, sont inextricables. C'est un peu comme quand on tricote un pull ou une écharpe avec 2 fils de 2 couleurs différentes. Après, on ne peut plus en sortir un. C'est fait, le tricot est fait et c'est cette idée-là justement d'accepter que ce pull, il est fait, ce pull d'identité, il est fait avec ces deux fils, ces 2 langues fragiles parce que c'est difficile de perdre une langue, même si c'est une langue qu'on a appris très jeune. Si on ne la fait pas vivre en soi, on peut oublier des mots. Et précieux parce que évidemment c'est une ouverture. Sur le monde qui est magnifique. Allô, allô, allô Beyrouth, min fadlak ya عيني أعطيني بيروت عجل بالخط شوي. Allô, allô, allô Beyrouth, min fadlak ya عيني أعطيني بيروت عجل بالخط شوي. ألو 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 بيروت من فضلك يا عيني. C'était important pour vous de documenter votre héritage familial dans votre travail. Je crois qu'avoir vu votre grand-mère au journal télévisé depuis Paris a été déclencheur, il me semble. Ah oui, ça c'était extraordinaire. Il faut dire qu'au Liban, on a un vrai problème de mémoire. D'abord, il faut savoir qu'à l'école, dans les livres scolaires, dans les livres d'histoire, le programme s'arrête en 1975, qui est l'année du début de la guerre. Donc en fait, on ne nous enseigne rien sur notre histoire contemporaine. Il n'y a rien qui est dit. Et donc quand on veut s'y intéresser, il faut chercher soi-même, essayer de ne pas tomber dans des pièges d'une version partiale ou partielle, essayer de faire soi-même un travail d'historien. Il y a évidemment des historiens qui ont écrit sur cette période, mais il faut faire l'effort de compiler tout ça et pour comprendre ce qui s'est passé. C'est une guerre qui a duré quand même 15 ans. Et puis surtout, du jour au lendemain, on s'est mis à nouveau à habiter les lieux où on se battait. Donc il y a eu aussi une espèce d'amnésie installée au niveau urbain, au niveau de l'identité du territoire. Je sais que pendant très longtemps, comme Beyrouth était coupée en 2, on parlait de Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, et au milieu il y avait la ligne de démarcation. Pendant longtemps, après la guerre, il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas aller dans les quartiers qui avaient été interdits pendant 15 ans. Donc il y a aussi des barrières psychologiques que cette amnésie-là n'a pas aidé à faire tomber. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai l'impression que ma génération, ou en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai toujours été... à la recherche de mon identité, de mon histoire, à la recherche des traces. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à écrire et dessiner, pour garder une trace de ce qu'on avait vécu dans les années 80, de ce mode de vie très, très spécial qu'on a organisé pendant la guerre pour survivre. Il s'agissait de garder une trace face à l'oubli et au vide qu'on voulait installer officiellement, comme si, pour dire comme si de rien n'était, quoi. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais au moment de la reconstruction de Beyrouth, on s'est appliqué à effacer toutes les traces de la guerre sans jamais prendre le soin
justement de faire un travail de réconciliation par rapport à certains quartiers où il n'y a pas une plaque commémorative. Non pas qu'il faille commémorer à tout va, mais tout est fait pour faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Et en fait, c'est extrêmement néfaste pour la suite. Dans un foutoir où n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi, arrête ce qu'il a envie de contrôler, où l'État n'est plus grand-chose et où le pouvoir est au bout de la Kalachnikov, n'importe quel pays y aurait perdu sa monnaie, son identité, sa raison. Ici, non. On s'adapte, on fait avec. Alors, nous sommes au collège du Sacré-Cœur. C'est un collège qui se trouve juste sur la ligne, les axes sensibles. Il se trouve sur la frontière. Et c'est un collège qui reçoit très souvent des obus, des tirs de francs-tireurs, surtout le soir, mais où des dispositions ont été prises pour protéger en quelque sorte les enfants. Alors il y a le petit collège qui se trouve derrière et là c'est le grand collège. Il y a un tunnel qui a été creusé pour que les enfants puissent passer en toute sécurité sous terre et sans risquer d'être blessés ou de souffrir des tirs. Là c'est le départ des élèves. C'est un départ plus ou moins organisé, mais finalement les autobus peuvent partir en toute sécurité. Les élèves prendre le bus facilement. Les Syriens sont juste derrière, là. Les Syriens sont juste derrière le bâtiment où nous sommes, là. Enfin voilà, ça c'est le contexte et c'est aussi pour ça que je me suis mise à écrire au départ. Et donc étant à la recherche de mon histoire et aussi de petites histoires qui viennent me faire comprendre un peu mieux ce qu'on avait vécu, j'avais justement entamé une recherche sur le site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui venait de mettre ses archives en ligne. On était en avril 2006. Et j'étais à Paris, j'écrivais Le jeu des hirondelles, mon premier roman graphique. Et donc forcément, je faisais des recherches sur les années 80 à Beyrouth, puisque c'est la période à laquelle se déroule l'histoire que raconte le livre. Et donc, je me précipite sur le site de l'INA et évidemment, j'ai dû taper Beyrouth 1980, ligne de démarcation, quelque chose comme ça, parce que j'ai grandi dans une rue qui donnait sur la ligne de démarcation, côté Est. Et là, je tombe sur un reportage d'Antenne 2 à l'époque, 1984, intitulé « Beyrouth 1984, histoire d'une rue sur la ligne de démarcation ». Donc j'ai cliqué pour regarder, en me disant « je vais peut-être reconnaître les lieux ». Et ça n'a pas loupé, les journalistes tournaient dans la rue où il y avait mon école maternelle. Et donc c'est le Beyrouth des années 80, les murs sont criblés de balles, on entend le sniper, les bombardements. Et c'est déjà assez incroyable de voir ces images. Je reconnais le quartier, enfin voilà. Et le propos du journaliste, c'était que voilà, on est dans un quartier assez dangereux de Beyrouth parce que justement pas très loin de la ligne de démarcation, très difficile de circuler, etc. Et qu'il y a beaucoup de Beyrouthins qui ont fui vers la côte ou vers la montagne pour trouver refuge dans des lieux plus sûrs, mais qu'il y avait quand même beaucoup d'habitants qui étaient restés comme résistants, pour résister à protéger aussi les quartiers, leurs maisons, etc. Et pour illustrer ce propos, la caméra entre dans une cage d'escalier que je ne reconnais pas parce que pendant la guerre, on n'avait pas d'électricité. Là, c'était sombre. Et puis, brusquement, la porte d'un appartement s'ouvre et on voit éclairée à la bougie l'entrée de cet appartement dans laquelle sont agglutinées des silhouettes. Pendant la guerre, en fait, quand on n'avait pas d'abri, on se réfugiait dans les entrées des appartements parce que c'était souvent la pièce la moins exposée vers l'extérieur puisqu'il n'y avait pas forcément de fenêtres. C'est une pièce qu'on pensait être plus sûre que les autres. Et à un moment donné, il y a un gros plan sur une femme qui est assise là, qui porte un pull en mohair, une texture qui pique un peu comme ça, une couleur assez forte, et qui regarde le journaliste et qui dit cette phrase incroyable. Elle lui dit « Vous savez, je pense qu'on est quand même peut-être plus ou moins en sécurité ici ». Alors déjà, cette phrase, l'absurdité de cette phrase, et puis au moment où elle dit « ici », on entend un obus éclater, et puis surtout cette femme, c'est ma grand-mère maternelle, qui est encore en vie, qui est à Beyrouth, et alors tout d'un coup, je suis absolument bouleversée par l'irruption de ma grand-mère sur l'écran de mon ordinateur. Et puis quand on tombe sur un truc pareil,
sur une archive pareille, une coïncidence pareille. On est obligé de se situer, c'est-à-dire en 84, moi j'avais 3 ans, si ça se trouve j'étais dans la pièce à côté. C'était complètement vertigineux. Ce qui était très beau dans cette coïncidence, c'est que ma grand-mère a toujours refusé de me parler de la guerre. Elle est de la génération qui a connu la période dorée du Liban. Elle a eu une jeunesse extraordinaire. Où on sortait, sur toutes leurs photos, ils font la fête, ils sortaient, ils voyageaient. Enfin, il y avait une insouciance en fait qu'on a totalement perdue avec la guerre. Et c'est comme si sa mémoire s'arrêtait justement le 13 avril 75. Elle me parlait beaucoup du Beyrouth d'avant, mais jamais de la guerre. Et voilà qu'à son insu, elle me donnait une porte d'entrée vers ce travail de mémoire. Et c'était extrêmement émouvant, ça, que ce soit elle qui m'invite à faire le chemin. Et après, ce qui est amusant dans la mémoire, c'est que bien plus tard, peut-être 1 ou 2 mois après, je me suis souvenue que quand j'étais enfant, on m'avait dit « ta grand-mère a été filmée par les Français ». Et enfant, je m'étais construit une image de ma grand-mère en star de cinéma avec un brushing, un boa, enfin un truc hyper glamour, un fume-cigarette, quelque chose de cinématographique. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai fait le lien, que ta grand-mère a été filmée par les Français. C'était ce reportage-là, qui est quand même assez glauque, qui est très loin de l'image que je m'étais construite enfant. Et c'était très intéressant de voir comment on transforme aussi la réalité pour mieux la supporter, probablement. Et le précieux exemplaire du piano de votre arrière-grand-père est unique et il est à Beyrouth au Liban. Et puis la bande dessinée a été un tel succès qu'on a entendu parler de vous, de votre travail et de cet instrument unique au monde. Et par la suite, vous avez eu envie de créer un spectacle musical dessiné à partir de la bande dessinée. Et puis, il était difficile de faire venir et de faire voyager le piano en exemplaire unique de votre arrière-grand-père depuis le Liban. Mais il me semble que vous avez trouvé une autre solution, ou en tout cas, on vous a sollicité pour trouver la solution ensemble. Ouais, ça c'est une histoire magique aussi. Moi, j'ai rien trouvé du tout, c'est eux qui m'ont trouvé. J'ai reçu un coup de fil un jour d'un programmateur de festival à Tournai en Belgique qui voulait justement faire venir le piano de mon arrière-grand-père de Beyrouth. Évidemment, moi j'étais archi pour, c'était extraordinaire pour moi d'imaginer que ce piano allait à nouveau traverser qu'il allait voyager à nouveau en tout cas et qu'on allait pouvoir l'entendre ailleurs qu'au Liban chez mes grands-parents. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et en fait, ce qui était extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'ils ne se sont pas découragés. Et le facteur de piano, donc, qui s'appelle Luc André de Place, qui est belge, m'a dit si on ne peut pas le faire venir, c'est pas grave, on va le fabriquer ici. Et là, je me suis dit, ok, ce type est probablement aussi fou que mon arrière-grand-père, c'est cool. Donc je dis d'accord, banco. Et en fait, c'était bien avant l'époque des Zooms et compagnie. C'était en 2016, un an après la sortie de la bande dessinée. Je l'ai mis en contact avec ma mère, donc, qui est la petite fille de Abdallah Chahine, par Skype. Elle lui a montré le piano de son grand-père, comment ça fonctionnait, cette histoire de pédales, etc. Et lui prenait des notes. Et 3 mois plus tard, il a transformé un de ses pianos en piano à quart de ton, avec un mécanisme quasi identique à celui de mon arrière-grand-père. Et donc on a aujourd'hui à notre disposition un piano presque jumeau du piano d'origine. Et surtout, on a pas trop loin, en Belgique, le 2e exemplaire d'un piano oriental. C'est quand même assez extraordinaire. C'est très émouvant aussi parce que finalement, l'invention de mon arrière-grand-père a finalement eu une suite, mais
bien plus tard, et puis pas du tout comme on aurait imaginé. C'est-à-dire lui, quand il est revenu de Vienne dans les années 50 avec son prototype d'usine, il s'était engagé auprès de Hofmann à trouver un certain nombre de commandes, je crois une centaine de commandes pour pouvoir faire fabriquer le piano à grande échelle. Et en fait, il a présenté son invention à tous les musiciens de l'époque, mais c'était un tout petit peu tôt par rapport à l'introduction d'instruments occidentaux ou hybrides. Et juste après, en fait, il y a eu les premières guitares électriques, mais c'est comme s'il avait loupé le coche. Et puis, il est décédé, la guerre a éclaté et plus personne ne s'est occupé de cette invention. Et donc, il était quasiment tombé aux oubliettes. Et voilà qu'il y a une suite, 40 ans plus tard, un peu plus même, par un biais inattendu qui est celui d'une bande dessinée. Je sais pas, moi je trouve ça assez magique en fait, ça me plaît. C'est très beau de voir qu'il y a des connexions et c'est au-delà des connexions en fait. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la transmission justement. C'est là que ça rejoint aussi le reste de mon travail parce qu'il y a ça, l'idée de la recherche des origines mais aussi de la transmission. Et je trouve ça très beau qu'à travers les décennies, il y ait eu cette transmission. Enfin bon, moi ça me... Je trouve ça, voilà, c'est fou. Parce que quand vous aviez créé la bande dessinée, il n'y a pas eu tout de suite l'idée de la faire adapter en spectacle et encore moins de l'envisager potentiellement la jouer avec le piano original. Enfin, c'était quoi l'idée d'ailleurs au début du spectacle ? Le spectacle, il est arrivé un peu plus tard en fait. La bande dessinée est sortie en septembre 2015 et en mars ou en avril 2016 du coup, j'ai été invitée à un festival où on m'a proposé une carte blanche. On m'a dit voilà, tu as une soirée, tu fais ce que tu veux. Puis je me suis dit tiens, ce serait intéressant peut-être de montrer des images, de faire une lecture en dessin. Et de fil en aiguille, je me suis dit mais au fond, le grand défi que je me suis posé au moment de l'écriture et au moment de dessiner ces pages du piano oriental, c'était justement que je voulais qu'on entende ce quart de ton. Et donc, dans la bande dessinée, il y a tout un code graphique, des onomatopées, tout un système en fait de représentation pour que le lecteur ait l'impression d'entendre justement le passage du quart de ton à la musique occidentale. Et je me suis dit, tiens, pour cette carte blanche, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on l'entende, ce quart de ton. Donc j'ai d'abord pensé à passer des extraits d'un enregistrement qu'on a en famille, où on entend mon arrière-grand-père jouer sur son piano. Puis je me suis dit, mais non, il faut peut-être aller plus loin. Et c'est là que j'ai pensé à Stéphane Sapis, qui est un ami de longue date, qui est pianiste, qui connaît très bien les traditions méditerranéennes et un peu du Moyen-Orient, de tradition musicale. Et je lui ai proposé d'imaginer quelque chose avec moi, quelque chose de musical. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à composer d'abord 4 ou 5 morceaux dans la première mouture de ce qu'allait devenir ce spectacle, par rapport à quelques scènes que j'avais choisies moi-même de la bande dessinée. Et le spectacle a été créé comme ça, en quelques jours en réalité, mais dans une version qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à tout à l'heure, où on l'a joué à la Bibliothèque de la Cité à Genève, où c'est une version qui est finalement assez différente de la version d'origine, puisqu'elle a été enrichie. Il y a aujourd'hui 14 morceaux. C'est devenu vraiment un spectacle, beaucoup plus qu'une lecture dessinée en musique. Et en fait, c'est en cours de route que le piano belge a vu le jour, et c'est là qu'on l'a, à partir du moment où il a existé, on l'a inclus dans notre travail, et c'est devenu un trio en réalité. Donc voilà, le piano, le pianiste, et moi je suis au dessin et au texte, enfin je raconte le texte. J'ai quitté Beyrouth en août 2004. Je suis partie un matin sur la pointe des pieds, laissant la ville se réveiller sans moi. Dans la voiture qui me menait à l'aéroport, il y avait mon père, ma mère et ma valise. Je me souviens que j'avais droit à un seul bagage de 23 kilos.
Et 23, c'était aussi mon âge. Le calcul était simple. Il me semblait que je pouvais emmener en France 1 kilo d'affaires par année vécue au Liban. Et chaque fois que j'ajoutais quelque chose dans ma valise, j'avais l'impression de répondre à, vous savez, cette fameuse question: qu'emporterais-tu si tu devais passer 1 an sur une île déserte ? Justement, vous le disiez à l'instant, nous sommes ici à Genève où vous êtes invité par la ville à animer une série d'événements autour de l'exposition Donne-moi la main, on va traverser la rue, avec un riche travail sonore à base d'archives et de madeleines familiales. Vous présentez également le spectacle Piano Oriental. Comment votre histoire est reçue en dehors de la France et du Liban? Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une résonance ou un peu un écho quand on le joue en France ou au Liban. Mais comment, quand on est peut-être un peu a priori loin de cette histoire-là, comment c'est reçu? D'abord, il y avait beaucoup de Libanais, comme souvent en fait. C'est vraiment la diaspora libanaise est tout à fait présente un peu partout, qui se sont eux évidemment reconnus dans tout ce que j'évoque dans le spectacle. Mais je pense que c'est intéressant en Suisse aussi parce qu'il y a cette problématique de la langue. Ce sont des sujets qu'ils connaissent. Puisqu'ils sont quasiment tous au moins trilingues, si j'ai bien compris. Et il me semble que même les personnes qui n'ont pas forcément un itinéraire entre les cultures, des cultures différentes, ont été tout de même touchées par cette histoire du rapport aux langues. Ouais. Et puis bon, moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est en général dans mon travail, c'est de parler des choses non pas d'une manière frontale, mais plutôt d'une manière un peu poétique et métaphorique. Donc il y a aussi cette dimension que la poésie permet, du voyage, de l'évasion, même quand les thèmes sont très sérieux ou parfois même douloureux. Donc je pense que ça embarque. Et puis il y a quand même toujours la magie de la musique live et du dessin en train d'être fait, donc ça... Oui, c'est ça, parce que Piano Oriental, c'est un concert dessiné. Enfin, on l'a pas dit comme ça, mais en fait, vous pouvez le dire peut-être mieux que moi. C'est pas tout à fait un concert dessiné dans la mesure où il y a un texte qui est raconté aussi. Je dirais que c'est plus une lecture dessinée en musique, même si c'est un peu plus long. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est parce que je raconte l'histoire sur scène, je la dessine en même temps. Il y a certaines images qui sont déjà préparées. Je travaille sur un rétroprojecteur. Donc un instrument déjà qui a un potentiel nostalgique assez intéressant et puis qui est fragile. Là tout à l'heure, lors de la deuxième représentation, il nous a lâchés par exemple, il s'est éteint en plein milieu du spectacle et évidemment on a improvisé et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de montrer un spectacle qui est mouvant, qui est vivant, qui est changeant, qui s'adapte aussi et puis c'est porté par la musique de Stéphane Sapis et par le son du piano. Il y a un grand lien en fait, comme on est tous les deux là, étonnamment sur scène on est dos à dos mais en fait on est constamment à l'écoute, lui voit ce que je fais parce qu'il a un écran qui est devant son piano, mais moi je suis très... j'ai l'impression qu'on est constamment connectés, donc on peut tout à fait rebondir quand il y a des petits accidents ou même des improvisations. Voilà. C'est un cocktail. C'est le résultat d'un cocktail de philosophie, d'un cocktail de religion, d'un cocktail de culture. Vous savez certainement le carrefour que cela a été au cours des siècles et la superposition de mentalités et de civilisations qui se sont succédées ici. Le christianisme est né là-dedans, le judaïsme est né là-dedans. L'islam, son point de départ pour son invasion du monde, c'était là. C'est là que se sont rencontrées les cultures grecques, latines, phéniciennes, égyptiennes. C'est par là que sont passées toutes les conquêtes du monde. Qu'est-ce qui est essentiellement libanais dans tout cela? On ne pourrait jamais le dire. Est-ce que vous entendez par là que les Libanais ne se sentent pas Libanais? Chaque Libanais séparément se sent Libanais, se sentirait même comme De Gaulle se sent la France. Il se sentirait lui-même le Liban. Alors vous revenez, il me semble, d'un séjour à Beyrouth.
Beyrouth qui a connu il y a un an une explosion tragique. Comment vous vivez les retours sur place et surtout ce dernier séjour? Est-ce que c'est important pour vous de garder ces allers-retours entre Paris et Beyrouth? Depuis que je vis à Paris, donc depuis 2004, je ne suis jamais restée très longtemps loin de Beyrouth. En général, j'y retourne dès que je peux, parfois 2 fois par an, parfois 3 fois par an. J'ai besoin de maintenir le lien en y allant. Et bon, c'est vrai que les 2 dernières années, tout ce rythme a été perturbé évidemment par les confinements successifs et par la pandémie. Mais il se trouve que je suis allée à Beyrouth juste après l'explosion du 4 août l'année dernière. Et donc j'avais besoin de voir en fait ce qui s'était passé. Et surtout de voir et d'entendre les amis. De voir ce qu'était devenu la ville. Les quartiers qui ont été détruits étaient mes quartiers en fait. Les quartiers des galeries, des bars. Beaucoup d'amis artistes avaient leurs ateliers là. C'était des quartiers où il y avait la scène artistique alternative. Enfin, des quartiers très spécifiques en fait, qui font la spécificité d'une ville comme Beyrouth aussi. Et je ne sais pas, j'ai eu un sentiment comme ça d'urgence d'aller voir et de partager cet événement tragique. Et depuis, j'y suis retournée plusieurs fois parce que c'est vrai que le pays s'est enfoncé dans une crise économique majeure et sans précédent. Et j'avais besoin de voir ça de près. Le plus dur, ça a été ce dernier séjour en août, donc 1 an après l'explosion et 1 an et demi après le début de la crise économique. Là, c'est très difficile à raconter en fait ce qui se passe au Liban parce que c'est inimaginable, c'est impensable en fait. C'est très difficile pour moi en tout cas, d'avoir une pensée et une réflexion autour de ce que j'ai vu. En tout cas, c'est devenu une ville où on meurt de faim et d'humiliation. D'humiliation parce que les habitants passent... toute leur énergie passe dans la recherche d'essence, de pain, d'eau, d'électricité pour pallier à cette pénurie terrible. Et le plus dur, c'est qu'il n'y a pas d'horizon en fait. On se demande jusqu'où ça va aller, quel va être le dénouement de cette période. Quels sont les projets pour voir un peu l'horizon d'un futur plus joyeux, disons? Moi, j'ai été un peu rattrapée émotionnellement par tout ce qui se passe, par cette dernière année. Enfin, pour tout vous dire, j'étais en train d'écrire une fiction, une histoire d'amour qui se passe dans les années 50 à Beyrouth, un truc qui n'a rien à voir en fait avec l'actualité. Et je me disais, tiens, c'est chouette, c'est la première fois que j'écris une fiction, mais qui se déroule au Liban. Ce n'est plus un travail de mémoire et d'archives, etc. Et puis il y a eu l'explosion du 4 août qui a fait voler la ville en éclats, en tout cas une partie de la ville. Et j'ai senti que, en fait, je n'ai plus réussi à écrire, tout simplement. Un peu comme si l'urgence était ailleurs. Et comme je suis encore très en colère, je n'arrive pas non plus à écrire quelque chose sur l'actualité. Donc je suis un peu coincée, en tout cas dans mon écriture en rapport au Liban. Donc les projets futurs, ça va plutôt être des projets d'illustration, parce que j'ai aussi cette corde à mon arc, heureusement. C'est une chose qui me passionne beaucoup, d'illustrer des livres que j'ai pas écrits, en attendant d'être capable à nouveau de transformer la réalité du Liban en quelque chose de racontable et de trouver un peu un chemin, non pas de sérénité, ça serait trop demander, mais un chemin où je pourrais transmettre quelque chose d'un peu positif malgré tout. Merci à Zeyna Abirachid pour sa grande disponibilité. Merci à Olivia Cupelin pour sa précieuse réactivité. Amis genevois, amis genevoises et tous les genevois de passage, l'exposition est visible jusqu'en février 2022. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.